Imaginez-vous en octobre 1944. Dans un bunker profond, au quartier général connu sous le nom de Tanière du Loup, se tient une réunion d'urgence du haut commandement du Troisième Reich. La campagne d'été s'est transformée en un véritable désastre pour la Wehrmacht. L'armée rouge a chassé les Allemands de Biélorussie, de la majeure partie des pays baltes, a occupé plusieurs régions de Pologne et s'est approchée des frontières de la Prusse orientale. La situation est proche du point de rupture. Hitler ordonne d'envoyer toutes les réserves disponibles sur le secteur central du front. L'objectif principal est d'arrêter l'avancée des troupes soviétiques à tout prix. La Prusse orientale est depuis longtemps un bastion du militarisme allemand, une tête de pont pour attaquer la Russie. Elle revêt une importance politique et stratégique cruciale pour le commandement allemand. C'est précisément ici, dans les profonds abris souterrains de Rastenburg, que se trouvait jusqu'en 1944 le quartier général d'Hitler, surnommé par les Allemands la Tanière du Loup. Le front a atteint les frontières du Reich dès la fin de l'été 1944, après le succès retentissant de l'opération Bagration. Les troupes soviétiques avançaient sans relâche vers l'ouest. Les représentants du haut commandement, Zhukov et Vassilevski, exhortaient Staline à lancer immédiatement les réserves à l'assaut de la Prusse orientale. Zhukov écrivait au commandant suprême « Il serait plus judicieux que nous renforcions considérablement les groupes de front de Vassilevski et que nous chargions de sectionner le groupe d'armées allemands, Nord, et de s'emparer de la Prusse orientale. » Cependant, Staline a accueilli cette proposition avec scepticisme et a déclaré catégoriquement « Les Allemands se battront jusqu'au dernier soldat pour la Prusse orientale. Nous risquons de nous enliser. » À ce moment-là, le commandant suprême considérait comme plus prioritaire la tâche politique de libérer la Pologne orientale. C'est là que les réserves du haut commandement ont été envoyées. Entre-temps, en Prusse orientale, le commandement allemand renforçait la défense à la hâte. Le territoire était sous la responsabilité de la 4e armée de la Wehrmacht. Le général Friedrich Hossbach a été nommé à sa tête. Dans le Troisième Reich, c'était une figure emblématique. En 1937, en tant que conseiller d'Hitler, il a participé à l'élaboration du projet d'expansion allemande, d'occupation de l'Europe et de l'Union soviétique, qui a été baptisé Protocole Hossbach. Désormais, les Allemands eux-mêmes devaient passer à une défense acharnée. De puissantes lignes de défense échelonnées étaient en cours de construction. L'infanterie occupait les fortifications de campagne. Le général allemand prévoyait d'imposer aux troupes soviétiques de longues batailles de position pour les contraindre à renoncer à toute nouvelle offensive. Des réserves fraîches arrivaient d'Allemagne et de France. Simultanément, les troupes étaient renforcées avec des blindés. Hossbach avait besoin de groupes mobiles pour organiser une défense mobile. Les troupes soviétiques devant les murs de la Prusse orientale étaient alors commandées par Ivan Danilovitch Tcherniakovski, un brillant chef militaire et le plus jeune commandant de front. En octobre 1944, Tcherniakovski reçut une tâche ambitieuse. Vaincre les divisions allemandes dans la région de Tilsit, sectionner les forces principales du groupe d'armées Centre et, en collaboration avec le premier front baltique, s'emparer de la région de Königsberg. Le haut commandement soviétique a décidé de mener une opération en Prusse orientale afin d'affaiblir les forces allemandes sur le principal secteur central, en y attirant des réserves sous Königsberg. L'opération à venir a été baptisée Gumbinnen-Goldap, du nom des principaux points de peuplement, les villes de Gumbinnen et Goldap. Des tâches difficiles à réaliser ont été confiées au 3e front biélorusse de Tcherniakovski. Pour anéantir les défenses de l'immense zone fortifiée de Prusse orientale, les forces d'un seul front étaient manifestement insuffisantes. De plus, il y avait une pénurie d'unités mobiles. Dans le même temps, les données de reconnaissance faisaient cruellement défaut pour organiser une offensive. De multiples tentatives de déploiement de groupes de reconnaissance n'ont pas abouti. L'état-major de Tcherniakovski obtenait principalement des informations sur les fortifications ennemies grâce à la reconnaissance aérienne. Au début d'octobre 1944, la 4e armée de la Wehrmacht comptait 15 divisions complètes, 5 brigades et plus de 10 unités distinctes. Hossbach disposait de plus de 200 000 hommes, 520 chars et canons automoteurs, 3 500 canons et mortiers
et environ 400 avions. Tcherniakovski disposait de plus de ressources. 350 000 soldats et officiers, environ 700 blindés, 520 chasseurs et bombardiers. L'avantage des troupes soviétiques était faible, d'autant plus que l'ennemi se défendait dans une zone fortifiée puissante, bien préparée et fortifiée, qu'il fallait encore prendre d'assaut. Le système de défense allemand comprenait 3 lignes de construction en béton et de blockhaus, appelées Panzerwerk. Les Panzerwerk avaient un blindage de 300 mm d'épaisseur et assuraient un tir circulaire. Le général Hossbach contrôlait personnellement la construction des fortifications. Des tranchées à hauteur d'homme avec des abris et des systèmes développés de tranchées de communication ont été creusés le long de toute la ligne de défense. Des pots de coque étaient également utilisés. C'est ainsi qu'étaient ironiquement appelés les puits en béton armés avec des mitrailleuses ou des lance-grenades Panzerfaust. Entre-temps, le commandement soviétique a décidé de mener l'opération offensive de Memel par les forces du premier front baltique du général Bagramian. Sa tâche était de couper le groupe d'armées Nord du groupe d'armées Centre et de créer les conditions d'une offensive du troisième front biélorusse sur la Prusse orientale. À la mi-octobre, lors de violents combats, les unités de Bagramian ont atteint les approches de Memel. Un couloir de 50 km de large a été créé entre les groupes d'armées Nord et Centre. Maintenant que la menace d'une attaque du Nord contre le troisième front biélorusse a été éliminée, le général Tcherniakovski donne l'ordre de lancer l'opération offensive de Gumbinen-Goldap. L'offensive soviétique a commencé tôt le matin du 16 octobre. Les compagnies disciplinaires ont été les premières à entrer en action. La reconnaissance au combat a montré que les Allemands n'avaient pas retiré leurs troupes et occupaient toujours la ligne de défense principale. À 8h30, une puissante préparation d'artillerie a commencé et a duré 2 heures. Puis l'avalanche de feu a été remplacée par une attaque. L'infanterie et les chars sont passés à l'offensive. L'aviation d'assaut a apporté un soutien aérien aux unités au sol. Les combats ont été extrêmement violents. Les troupes d'assaut ont dû prendre chaque tranchée. À la fin du premier jour de l'opération, des unités de la 11e armée de Galetsky ont atteint la frontière de l'État. Le lendemain, après une puissante attaque d'artillerie, les troupes soviétiques ont réussi à pénétrer sur le territoire de la Prusse orientale et à occuper plusieurs points de peuplement. Le soir du 17 octobre, l'infanterie de la 5e armée du général Krylov a pris la ville de Schirwind lors de violents combats de rue. Ce point de peuplement est devenu la première ville de Prusse orientale conquise par les troupes soviétiques. Entre-temps, le commandant de la 4e armée de la Wehrmacht, Hossbach, engageait constamment des réserves dans la bataille et densifiait les formations de combat. Il avait un ordre direct d'Hitler: empêcher une percée des troupes soviétiques sur le territoire allemand. L'offensive du 3e front biélorusse progressait lentement. L'ennemi se défendait avec acharnement, utilisant massivement l'artillerie. Les unités soviétiques menaient une lutte de contre-batterie, détruisant les fortifications et soutenant l'attaque de l'infanterie. Le 18 octobre, Tcherniakovski fait décoller l'aviation de bombardement et d'assaut. Elle porte un coup massif aux fortifications allemandes. Ne laissant pas l'ennemi reprendre ses esprits, avec le soutien de l'artillerie, le commandant engage dans la bataille les divisions de fusiliers de la réserve. Quelques heures plus tard, les unités de pointe soviétiques perçant la première ligne de défense allemande dans les secteurs entre Suwałki, Rechupont et le Niemen et développent rapidement le succès. Le 3e jour de l'opération, les troupes du 3e front biélorusse ont avancé de 30 km, ont traversé la frontière de l'État et sont entrées en Prusse orientale. Les fortifications frontalières construites à l'avance par les Allemands n'ont pas pu constituer un obstacle sérieux pour les chars soviétiques car elles n'étaient pas équipées de canons d'artillerie. Le rapport de la 5e armée du front de Tcherniakovski indiquait: cela a permis à nos chars de s'approcher des blockhaus de mitrailleuses ennemies et de fermer leurs embrasures avec leur blindage, permettant à l'infanterie de placer des charges d'explosifs et de faire sauter les fortifications. Le 18 octobre, le jour où les troupes de Tcherniakovski ont traversé la frontière, Hitler a ordonné la formation du Volkssturm à partir de tous les hommes âgés de 17 à 60 ans qui n'étaient pas soumis à la conscription ordinaire. Des personnes portant des manteaux civils avec des brassards deviendront des participants permanents au combat en Allemagne,
à l'ouest et à l'est, mais c'est en Prusse orientale, en 1944, qu'ils sont entrés en action pour la première fois. Cependant, il était impossible d'arrêter les unités soviétiques avec ces forces. Développant l'offensive, Tcherniakovski a utilisé la tactique des percées profondes. Le 20 octobre, le 2e corps de chars de la garde Tatsinsky du général Bourdainy a été engagé dans la bataille. Le lendemain, les tankistes ont achevé la percée de la défense allemande, ont traversé la rivière Angerap et ont atteint les approches de la ville de Goldap. C'est un nœud de communication important, par lequel passait pratiquement tout le trafic en Prusse orientale. La ville avait été préparée par les Allemands pour une défense à long terme. Des unités de lance-grenades anti-chars Panzerfaust étaient situées dans des bâtiments massifs en pierre. Les Allemands s'attendaient à ce que les blindés soviétiques pénètrent le plus rapidement possible dans les rues étroites, mais leurs espoirs ne se sont pas réalisés. Tcherniakovski a donné l'ordre d'attaquer la ville exclusivement avec des unités d'infanterie. Le 22 octobre, Goldap a été complètement nettoyé de l'ennemi. La capture par les troupes de Tcherniakovski d'un puissant nœud de résistance en Prusse orientale et de la ville de Goldap a créé des conditions favorables à une nouvelle offensive sur Gumbinnen. Cela devient la tâche du 2e corps de chars Tatsinsky. Pour l'ennemi, c'est une menace sérieuse. Hitler ne pardonnera pas à Hossbach une percée aussi profonde en Prusse orientale. Utilisant un réseau de transport développé, le général engage d'importantes forces dans la bataille, notamment le corps d'élite Hermann Göring, retiré du front près de Varsovie, et une brigade de chars qui comptait ensemble environ 300 chars et canons d'assaut. Les troupes du 2e corps de chars Tatsinsky du général Alexei Bourdainy entrent dans une bataille acharnée avec des forces ennemies supérieures. La bataille dure 2 jours. À plusieurs reprises, les tankistes soviétiques sont encerclés, mais contre-attaquent et perçant l'anneau de blocus. La résistance s'intensifie à chaque heure, les pertes augmentent. Tcherniakovski, après avoir évalué la situation, propose de retirer le corps à ses positions initiales. Le haut commandement approuve sa décision. Le matin du 23 octobre, un ordre est arrivé au quartier général du front. Cesser les tentatives d'assaut sur Gumbinnen et passer à la défensive. Dans certains secteurs, les actions offensives se poursuivaient, mais elles n'ont apporté qu'un succès limité. Le 25 octobre, lors de violents combats, la ville de Stallupönen a été prise. Cependant, vers la fin du mois, les troupes du 3e front biélorusse ont complètement cessé les opérations offensives et sont passées à la défensive. Il était désormais beaucoup plus important de conserver la tête de pont capturée pour préparer une nouvelle offensive, encore plus puissante. Le 30 octobre, l'opération Gumbinnen-Goldap s'est achevée. Bien que l'armée rouge n'ait pas réussi à vaincre le groupe de la Wehrmacht en Prusse orientale, certains succès ont tout de même été obtenus. En moins de 2 semaines, les troupes soviétiques se sont enfoncées dans les défenses ennemies sur 50 à 100 km et ont infligé des pertes sensibles à la 4e armée de la Wehrmacht. Les Allemands ont perdu irrémédiablement environ 40 000 soldats et officiers. 700 chars et canons automoteurs ont été détruits et capturés. Dans le même temps, il a été possible d'affaiblir considérablement le groupe d'armée Centre, de bloquer les divisions du groupe d'armée Nord en Courlande, créant ainsi les conditions pour la destruction d'importantes forces de la Wehrmacht et la libération de la capitale de la Lettonie, la ville de Riga. L'opération Gumbinnen-Goldap s'est distinguée par des combats acharnés et violents sur toute la ligne de front. Les pertes de l'armée rouge pendant 14 jours de combat ont été importantes et se sont élevées à près de 70 000 personnes, dont environ 17 000 pertes irrécupérables. Le haut commandement a tenu compte des leçons de l'opération et en a tiré des conclusions importantes. Il est devenu évident pour le commandement soviétique qu'à l'avenir, l'armée rouge ferait face à une résistance exceptionnellement acharnée. Par conséquent, lors de la préparation de l'opération de Prusse orientale suivante, des actions simultanées de plusieurs fronts ont été planifiées et des forces importantes d'artillerie, de troupes du génie et d'aviation ont été impliquées. Ce n'est qu'en janvier 1945, après un long calme, que la nouvelle opération de Prusse orientale a commencé, pratiquement en même temps que l'opération Vistula-Oder. L'offensive soviétique s'est déroulée dans 2 directions principales, vers Königsberg et vers la mer Baltique. Mais contrairement à l'opération Vistula-Oder,
qui s'est développée rapidement et s'est achevée dans un délai relativement court, l'opération de Prusse orientale s'est avérée beaucoup plus longue et s'est étalée sur 3 mois et demi. L'avancée des troupes soviétiques qui sont entrées sur le territoire allemand a été retardée par la résistance acharnée de l'ennemi. Au cours de violents combats, la Prusse orientale a finalement été coupée du reste de l'Allemagne. Les unités allemandes ont reculé vers Königsberg et la côte de la mer Baltique. Le 9 février, depuis Moscou, Staline et Vassilevski ont donné l'ordre d'achever la défaite du groupe de Prusse orientale des Allemands. Le haut commandement avait besoin de libérer les troupes bloquées dans les combats en Prusse orientale. Elles étaient nécessaires pour étendre l'offensive en direction de Berlin. Cependant, Tcherniakhovski n'était pas destiné à le faire. Le 18 février, dans la région de la ville de Melsak, lors d'un voyage auprès des troupes, Ivan Danilovitch a été mortellement blessé et est décédé peu après. Le 21 février, le commandement du front a été personnellement repris par le maréchal Vassilevski. Il avait une autorité suffisante auprès de Staline pour arrêter l'offensive pendant 3 longues semaines, afin de reconstituer l'armée en hommes, en matériel et en munitions. Les opérations de combat en Prusse orientale n'ont repris que le 13 mars. Les forces principales du 3e front biélorusse ont été dirigées vers Königsberg. Néanmoins, le rapport de force entre les attaquants et les défenseurs était loin du classique 3 contre 1. Dans les 4 armées du front du maréchal Vassilevski, il y avait 137 000 hommes, tandis que l'ennemi disposait de 70 000 soldats et officiers, ce qui donnait à peine une supériorité du double à l'armée rouge. Dans cette opération, l'artillerie soviétique a une fois de plus prouvé de manière éloquente qu'elle était le dieu de la guerre. De nombreux forts massifs, conçus pour plusieurs mois de défense, ont été méthodiquement détruits par des centaines d'obus lourds. Et lorsque le temps s'est amélioré, les bombardiers à long rayon d'action du général Golovanov sont entrés en action. Ils ont largué plus de 1200 tonnes de bombes sur la ville. Après quoi, le 6 avril, l'assaut de la ville a commencé. Et déjà le 9 du même mois, la garnison de Königsberg a capitulé. La lutte pour la Prusse orientale est devenue la bataille la plus longue et la plus difficile de la période finale de la guerre. Elle a duré 103 jours, de janvier à avril 1945. Les meilleures troupes de la Wehrmacht et les fortifications les plus solides du Troisième Reich y ont été vaincues. La vidéo vous a plu ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles sorties.